La Banque d'Israël n'a pas augmenté ses taux d'intérêt car elle estime avoir atteint presque l'objectif fixé de l'inflation. Mais elle n'exclut pas par la suite de l'augmenter. Et nous sommes ensemble avec le docteur Daniel Guggenheim, notre économiste préféré. Pardon pour les autres. Bonjour Daniel Guggenheim. Bonjour. On va commencer avec un sujet qui concerne tout le monde. On en a parlé quasiment tous les mois. C'est le taux d'intérêt de la Banque d'Israël qui reste inchangé pour ce mois-ci. C'était d'ailleurs une décision attendue par les économistes, le fait que pour la seconde fois consécutive, la Banque d'Israël n'a pas augmenté ses taux d'intérêt qui sont quand même très élevés à 4,75 et ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire le premier taux pour les emprunteurs à la banque de 6,25, c'est un taux très lourd et que effectivement les agents économiques ont apprécié le fait que la Banque d'Israël n'ait pas augmenté le taux, contrairement d'ailleurs à ce qu'a fait la Fed ou la BCE dernièrement. Et pourquoi la Banque d'Israël ne l'a pas fait? Il a dit la chose suivante. La Banque d'Israël s'est fixé un objectif pour l'inflation, qui est un objectif également du gouvernement, qui est un objectif entre 1 et 3%. Pour d'une part qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire que c'est intéressant pour les agents économiques de produire, mais d'un côté qu'il n'y ait pas un emballement des prix comme malheureusement depuis un certain temps on a en Israël dans l'ensemble des pays, ce qu'on appelle l'inflation, donc 3%. Et comme sur les 12 derniers mois, comme nous le rappelons souvent, et il a été de 3,2%, c'est-à-dire on est très proche de cet objectif de 3%. Donc rien ne justifiait d'augmenter, pour l'instant en tout cas, ce taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Il a dit la chose suivante. D'abord, je me réserve le droit d'augmenter ce taux dans les prochains temps, une autre fois si ça doit se faire. Qu'est-ce qui inquiète d'abord la Banque d'Israël? C'est, à l'heure actuelle, la dévaluation du shekel par rapport à l'ensemble des monnaies, et particulièrement par rapport au dollar, puisque maintenant, il s'est stabilisé ces dernières périodes autour de 3 shekels 80, ce qui est relativement élevé par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. La valeur réelle du shekel est supérieure, en fait. Tout à fait. Il a rappelé que d'après lui, la valeur économique du shekel doit être 10% plus élevée, c'est-à-dire au lieu de 3,80 qu'on a à l'heure actuelle, en 3,40, 3,50. Et c'est d'ailleurs l'avis de beaucoup d'économistes. Dans le marché des devises, il y a énormément de psychologie d'anticipation qui ne sont pas exactement des choses économiques. Comme on le sait, il y a beaucoup de choses qui sont liées, des raisons qui sont liées à la réforme judiciaire et à l'ensemble général de l'atmosphère politique d'Israël. Et donc, ça peut jouer aussi. Le fait qu'il ait parlé de cette façon-là a d'ailleurs stabiliser un peu plus le shekel, parce qu'on remarque ces derniers jours, le dollar remonte très fortement, notamment par rapport à l'euro. L'euro est ces jours-ci autour de 1,07, donc est en baisse. Il est revenu à juin par rapport au dollar au niveau de juin dernier, et ça vient du fait, c'est intéressant à dire, qu'en Europe, ça va mal. Ça va mal pour les dettes, ça va mal pour la croissance, on parle de récession, et surtout les pays qui étaient locomotives de l'Europe, comme l'Allemagne, ça va encore plus mal. Justement, c'est très intéressant de se pencher sur l'Europe, apparemment, vous nous amenez des nouvelles économiques pas très bonnes de ce côté-là. Quelles vont être les conséquences pour Israël? Oui, je disais justement que l'Allemagne a baissé de 11% ses commandes. On a vu ça le mois dernier. C'est quelque chose de très important qui a d'ailleurs pèse sur les marchés financiers en Europe. Quel est le rapport par rapport à Israël? Le fait que l'euro va sans doute baisser par rapport au shekel, parce que d'abord il y avait une anticipation d'augmentation très forte encore des taux d'intérêt de la BCE, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, pour lutter contre l'inflation. Or, maintenant, elle voit qu'elle est à un moment critique, que si elle continue sa politique agressive, elle va mettre les pays d'Europe à la casse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faillites, il y a une récession et il y a des dettes. Et donc, cette chose-là qui est anticipée par les agents économiques font baisser l'euro. Et donc, par rapport à une chose qui sans doute va arriver, si ça se confirme, c'est une augmentation importante du shekel par rapport à l'euro. Comme je dis souvent, ceux qui sont là, les Olim, il y a un taux relativement fort par rapport au shekel. Moi, je n'hésiterai pas, mais enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Et bien entendu,
le fait que l'Europe est en récession, il faut savoir que maintenant on a une globalisation de l'économie. Quand même la Chine depuis quelque temps éternue, et ça va sur l'ensemble des pays, si un continent comme l'Europe ou en tout cas la zone euro a des difficultés financières de plus en plus importantes, ça aura des conséquences si sa croissance baisse, même pour les exportations d'Israël vers l'Europe. L'Europe est quand même un pays où Israël exporte, la zone euro, je veux dire où Israël exporte beaucoup, et donc ça pourra effectivement avoir un impact sur Israël. Il faudra voir chaque fois quelles sont les conséquences. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit sûrement, c'est une dévaluation de l'euro par rapport au shekel et par rapport au dollar. On va continuer avec une nouvelle tout à fait israélienne. On reste en Israël cette fois-ci. C'est un record absolu pour les dépenses en carte bleue. Voilà, les Israéliens ont une frénésie d'achat. Oui, tout à fait. Même le mot a été employé par la presse israélienne, se défoncer. Ils ont employé le mot hébreu metouraf. Ou qu'avez-vous fait les Israéliens en août? Ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour dans la presse israélienne parce qu'ils ont vu les chiffres qui les ont quand même impressionnés. C'est vrai, vous m'avez rappelé en automne, souvent je viens avec des chiffres en disant c'est le record. Mais là, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est plus que la semaine dernière. Plus qu'au mois dernier. C'est 42 milliards de shekels, plus de 42 milliards de shekels que les Israéliens ont acheté en carte de crédit au mois d'août. Maintenant, il faut voir par rapport au lot de l'année d'avant, c'est une augmentation de 8%. C'est vrai que le mois d'août est souvent un mois où les Israéliens dépensent beaucoup parce qu'on est en vacances, on va à l'étranger, ou bien on s'occupe des enfants, ça coûte de l'argent, etc. On fait plus d'achats. Mais si on compare d'août en août, donc on devrait pas avoir quand même cette augmentation de 8%, qui est, si on regarde l'inflation de autour de 3%, ça veut dire on n'est pas loin du triple de ce qu'a été l'inflation. Alors on parle de la vie chère, on parle d'un ralentissement de la consommation, mais en fait on n'est pas dans le vrai. Ouais, exactement. En vérité, ça veut dire que les ménages ont confiance, que ils n'ont pas peur de consommer. Maintenant, effectivement, il y a une autre chose que il faut dire, c'est le fait que les caspomates, c'est-à-dire on peut utiliser ces cartes de crédit pour prendre du liquide. Et ça aussi, les cartes de crédit ont des chiffres là-dessus. Et ils ont remarqué que par rapport à août de l'année dernière, ça a augmenté que de 0,06%, c'est-à-dire pratiquement rien. Alors qu'il y a eu de l'inflation. Ça veut dire que les Israéliens utilisent plus leur carte de crédit pour faire leurs dépenses que du liquide de ce qu'ils faisaient l'année dernière. C'est sans doute dû au fait qu'ils ont moins d'argent peut-être pour consommer, pour acheter, et qu'ils préfèrent le faire à crédit. Ils achètent à crédit, ouais. Mais il y a aussi, à mon avis, le fait qu'en Israël, on peut souvent acheter à crédit, c'est-à-dire échelonner les paiements, mais sans avoir besoin de payer les taux d'intérêt qui sont très très importants. Il faut savoir maintenant, j'ai vu dans les cartes de crédit lorsqu'on achète en disant bon, je veux que tu m'échelonnes mon paiement, mais je suis d'accord de payer les taux pour ça. Bah, c'est comme si la carte de crédit, l'entreprise qui émet la carte de crédit vous fait un prêt. Et dans ce cas-là, ça peut revenir, même j'ai vu des chiffres presque de 20% par an. C'est énorme. Ouais, donc c'est à mon avis, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens utilisent les cartes de crédit pour échelonner en essayant de ne pas payer les taux d'intérêt, et parce que de toute façon leurs fournisseurs ou ceux qui leur vendent, eux aussi, ils voient que c'est très difficile avec ces taux d'intérêt de leur demander ça, et ce qu'ils veulent c'est vendre. D'accord. Donc voilà. Bon, en tout cas, plutôt une bonne nouvelle. Apparemment, l'été s'est bien passé en Israël. Alors, on reste encore en Israël avec le géant toute catégorie. On en avait parlé pour son lancement. Bien sûr, il s'agit de Carrefour. Il semblerait que Carrefour ait des difficultés. Voilà. Donc, ça va pas faire plaisir à ceux qui étaient très heureux de voir Carrefour débarquer. On en est où exactement? Ils vont fermer? D'abord, quand vous dites le mot Carrefour, vous êtes comme un prophète, parce que c'est pas Carrefour Israël, c'est même Carrefour j'ai vu dans l'ensemble des pays. Mais nous allons parler ici de Carrefour Israël, puisque vous avez parlé de ce qui s'est passé il y a 4 mois. Ici, dans ce... ils sont là depuis 4 mois seulement, exact. Oui, tout à fait. Ils ont ouvert d'un coup 50 succursales. Ils l'ont fait en grande pompe. Et lorsque j'ai fait cette chronique, j'ai terminé en disant wait and see, parce que quand on en avait parlé à l'époque, oui. C'est pas pour me donner du crédit, c'est ce que la presse israélienne disait, parce que ils ont vu l'historique de ce qui s'est passé, d'autres entreprises commerciales de haute consommation qui ont voulu s'implanter en Israël, ça a été souvent des échecs, et donc j'ai dit prudence. Pour plein de raisons, hein, mais il faut dire que les corporations sont extrêmement fortes en Israël, et c'est pas facile de jouer des coudes et de faire sa place. Oui. D'abord,
Vous m'avez dit hors antenne, vous m'avez prouvé que apparemment dans le Carrefour discount, je parle en Israël, c'est-à-dire pas ceux qui sont apparemment dans les villes, mais vous m'avez dit qu'on peut le faire par catalogue. Vous m'avez montré des prix de produits d'entretien autres qui sont d'ailleurs bien moins chers que ce qu'on voit dans la plupart des chaînes commerciales ici, même dans les discounts. Donc ça, c'est les produits Carrefour. Voilà, des produits Carrefour, mais partez vu ce que je vois, c'est des fois la moitié, même plus que par rapport à ce qu'il est vendu ici. Il y a peut-être un problème de consommateur israélien qui ne fait pas assez bien la distinction, bien pour pouvoir y acheter. Maintenant, la première conséquence de ces difficultés financières, d'ailleurs, il faut dire que Carrefour est venu sous une entreprise qui s'appelle Electra Tzricha, qui a transformé ses magasins qui s'appellent Yinot Betan en Carrefour. Et cette entreprise Electra Tzricha, l'année dernière, sur la même période des 6 mois de 2022, était une entreprise qui était bénéficiaire. Et là, elle a des pertes de 130 millions de shekels. C'est très, très important. Et une grande partie, c'est à cause de Carrefour, qui lui coûte très cher. Et à cause de ça, elle licencie maintenant des membres dans la direction. Dans la direction de Carrefour? Dans la direction de Carrefour Israël. Et elle a dit également, je vais baisser de 10% tous les salaires, y compris des salaires du PDG et d'autres. Et une troisième chose qui est problématique, les investissements que je voulais faire pour que pour améliorer les magasins qui soient beaucoup plus beaux, etc. Je vais pas le faire parce que je n'ai pas d'argent, il y a de la perte pour l'instant. J'espère que ça ira mieux après. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a des difficultés financières. Comme vous l'avez laissé entendre dans votre introduction, il y a plusieurs raisons à ça. C'est complexe. Une des Carrefour, enfin, c'est-à-dire Electra Tzricha qui les a fait venir, parle de plusieurs problèmes. D'abord, il dit nous, on pensait pouvoir encore importer beaucoup plus de produits Carrefour, puisque donc c'est les produits discount, c'est ceux qui sont vraiment intéressants à acheter. Oui. Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est que la législation en Israël ne permet pas d'importer beaucoup plus de sortes de produits Carrefour qu'elle aurait voulu le faire. Ils se sont rendus compte après. Apparemment, il y a encore une certaine bureaucratie. Bien que je me rappelle qu'on leur avait promis que on ferait les normes européennes, mais apparemment non, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui joue aussi là-dessus. Une autre chose très intéressante, et c'est mon dada, c'est ce qu'on appelle la gestion de trésorerie. C'est-à-dire que en Israël, les chaînes commerciales, les grandes chaînes commerciales arrivent, par rapport à leurs fournisseurs, à avoir des crédits, des temps de crédit très importants. C'est-à-dire, à dire, moi, je te paye pas mon producteur, mon fournisseur tout de suite, je vais te demander 3 mois, gratuitement. Oui, bien sûr. Moi, mes stocks, j'en ai pratiquement pas, parce que moi, je vends très vite, et j'ai, par rapport à ma clientèle, souvent de l'argent liquide, et même si j'échelonne, des fois avec intérêt ou sans intérêt les paiements, mais ça me permet de jouer sur ce qu'on appelle la gestion de trésorerie, d'avoir en vérité un besoin de fonds, ça s'appelle en français, besoin d'exploitation, de fonds de roulement d'exploitation négatif, ce qui est droit, c'est dans le commerce de détail, c'est comme cela, et ça leur permet d'avoir ta trésorerie. Or, Carrefour, elle, puisqu'elle vit beaucoup sur les produits qui sont importés de France. En France, il n'y a pas apparemment cette même facilité de paiement, on va dire. Ouais. Et surtout faut payer tout de suite. Exactement, et surtout sans taux d'intérêt. Et donc, elle a du mal, au point de vue de gestion de trésorerie, en tout cas, à concurrencer les mêmes entreprises et les mêmes sociétés. Oui, à faire face au marché israélien. Bon, voilà, donc on comprend. Bon, on espère qu'ils vont pas fermer quand même. On parle pas de fermeture. Pour l'instant, non. Pas encore. Mais je veux pas dire ça. Pour l'instant, il parle pas de ça. Il parle que ça va être racheté par une autre société. Mais je ne sais pas à terme quoi vous dire que ça va, ce qui va être. Bon, alors si vous voulez que Carrefour reste en Israël, précipitez-vous parce que sinon, on ne sait pas comment toute cette histoire va se terminer. Voilà, on continue et on termine aujourd'hui avec une décision de justice qui apparemment va faire jurisprudence et les conditions de certains salariés vont s'améliorer. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés israéliens. Tout à fait. C'est 2 sujets bien distincts, mais c'est intéressant parce que les 2 vont améliorer énormément le sort des salariés. Premier sujet, la chose suivante. Les pharmaciens qui travaillent dans la chaîne commerciale Superpharm,
On a beaucoup, on le voit en Israël, ce sont des centaines de pharmaciens, se sont adressés à l'Histadrut et dit, écoutez, nous on est des franchiseurs, c'est vrai que on n'est pas vraiment des salariés, mais on n'est pas vraiment indépendants par rapport à Superpharm qui nous emploie. Et pourtant, Superpharm refuse de dialoguer avec nous, de faire une discussion pour faire des conventions collectives et nous permettent également de nous syndiquer en tant que syndicat qui nous représenterait auprès de Superpharm. Et donc, la Histadrut les a aidés à aller en justice à ce sujet. Et il y a une décision fondamentale de ce qu'on appelle en Israël Bedin Artzi Lavoda, c'est-à-dire la plus grande instance du tribunal du travail en Israël, qui a dit la chose suivante. En l'occurrence, pour Superpharm, pas toutes les conditions étaient réunies pour que je considère que c'est quelque chose qui est très proche du salariat. Mais je dis la chose suivante. Je sais qu'en Israël se développent, comme d'ailleurs dans l'ensemble du monde, des professions, des formes de travail qu'on ne peut pas, qui sont pas, en tout cas, salariés dans la face habituelle du terme jusqu'à ce qu'on a connu maintenant, mais qui sont pas des indépendants. Je considère, à partir de maintenant, que toute forme qui serait un peu hybride pourra être considérée comme salarié et donc permettre de demander à la direction, à ceux qui les emploient, qui sont apparemment leurs employeurs, d'avoir une discussion une fois par an pour avoir une convention collective, de permettre une syndicalisation de ces gens-là. Syndicalisation, ouais, ce qui n'était pas possible avant. Non, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, c'est un grand pas à ce niveau-là. Génial. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a dit évidemment que les franchisés sont surtout concernés pour tout ça. Tout ça, oui, c'est ça, tout ce qui pourrait ressembler à ça. Mais il y aura sûrement, tel que je vois le marché du travail en Israël, dans le monde, on arrive chaque fois à créer des nouveaux statuts que la justice après doit venir dire qu'est-ce que c'est un indépendant ou un salarié. Et là, c'est très intéressant. Je pense que c'est important parce que sinon, on arrivera à une forme d'esclavagisme par rapport à, c'est un mot dur, mais on voit souvent des conditions de travail très dures pour certaines personnes. Et donc, c'est une bonne chose que je pense que le tribunal ait pris cette décision. Voilà. Et puis, c'est une très bonne chose qui a été corroborée par une autre décision de justice qui vient, en fait, on va dire, faire le clair sur qu'est-ce qu'on considère comme un lieu de travail. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est également une décision importante qui va concerner énormément de salariés. Souvent, on vous dit dans votre travail, regarde, tu as terminé ton heure, c'est vrai, mais ce soir, ça me ferait plaisir que tu viennes avec tes collègues et on va une soirée au resto. Voilà, un restaurant, mais on travaillera, on fera une réunion à la fin du restaurant, voilà. Non, même sans faire de réunion. Même sans faire de réunion. C'est-à-dire, on va au restaurant toute la boîte. Voilà, parce que c'est important pour nous que quand on travaille, qu'on soit collègues et amis et tout ça. Ça veut dire, en hébreu, on appelle ça guibouche. En français, le mot cristallisation. De se cristalliser, c'est-à-dire, on pense que ça veut dire de se faire mieux connaissance. Parce qu'ils pensent, et c'est vrai d'ailleurs, ça a été prouvé par des études, que si on s'entend bien au travail, comme à Kalita, alors ça marche très fort. Les Olim, qu'il y a des très bonnes ambiances, alors les Olim sont contents pour nous. Mais c'est quelque chose qui est dans le monde entier. Bien sûr. Et on n'est pas obligé d'aller, mais celui qui vient pas, souvent il se fait mal voir, il faut dire la vérité. Et lui, il considère peut-être, même s'il va se détendre, comme quelque chose un peu de travail. Or, il y a quelques années de cela, il y a quelqu'un qui travaillait dans les bureaux du Premier ministre, qui était informaticien, qui est sorti d'une réunion de ce genre, et malheureusement, il a fait un accident de moto. Il a eu une très grande invalidité physique. Et il est allé au Bitoire Loumi, donc en disant je me suis blessé dans le cadre du travail. Enfin, exactement. En tout cas, puisque on sait très bien que le chemin entre le travail et le domicile fait partie, en fait, est considéré comme un temps de travail. D'accord. Donc, tout à fait. Tout à fait. Et le gouvernement a dit non, tu n'étais pas au travail, parce que pour moi, être au travail, c'est ou bien envoyer à un endroit spécial par le travail, ou bien être dans les bureaux du travail, et c'était ni dans les heures, ni dans le bureau, c'était au resto, etc. Alors après, donc il est allé au tribunal, et finalement, ça a été décidé par aussi l'instance suprême, de considérer tout ce qu'on appelle donc cette cristallisation, c'est-à-dire ces activités, on dirait extra-entreprise, comme étant du travail. Et c'est très important pour tous nos auditeurs, ceux qui nous concernent, ça peut les concerner. Ça a énormément d'applications, bien entendu, concernant Bitoire et d'autres choses. Et c'est très bien important, pour les salariés. important de savoir. En tout cas, merci pour eux de nous
nous rendre compte, voilà, de nous tenir à la page tout simplement de ce qu'il se passe en termes voilà, de nouvelles aussi judiciaires qui ont un impact sur notre vie à tous. Merci Daniel Guggenheim. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.